bonjour à tous. Pendant 6 semaines, chaque mercredi, en collaboration avec des associations, des fondations ou des laboratoires d'idées, on dit des think tanks, la Grande Table va scruter l'horizon présidentiel par le prisme des idées. Aujourd'hui, la campagne des idées, premier volet. Que sont devenues les doléances des Gilets jaunes? Comment relayer les voix des classes populaires? Le diplomate Didier Lebret et Nathan Cazeneuve, fondateur de la revue Germinal, seront nos invités à partir de 12h55. Mais d'abord, l'affaire rocambolesque de l'attribution ou non du Salvator Mundi à Léonard de Vinci et les enjeux géopolitiques, financiers et artistiques d'une telle découverte. Ils sont retracés dans un film, The Lost Leonardo, réalisé par Andreas Koefoed, en salle aujourd'hui. On en parle, nous, avec nos deux invités, la galeriste Nathalie Obadia et le journaliste Antoine Harary. France Culture, la Grande Table, Olivia Gesbert. Quand on s'attaque aux maîtres anciens, les opinions comptent plus que les faits, constate, à peine attristée, la restauratrice Diana Bodestini, figure centrale de ce film documentaire The Lost Leonardo qui sort en salle aujourd'hui et qui était présenté la semaine passée au FIPADOC de Biarritz. Bonjour à vous, Nathalie Obadia. Bonjour. Vous êtes galeriste et vous êtes l'auteur en 2019 d'une géopolitique de l'art contemporain parue au Cavalier Bleu, parce que cette affaire est éminemment politique et géopolitique et pas simplement artistique ni économique. On va tenter de retracer ces enjeux-là avec vous. À nos côtés aussi virtuellement de Suisse, le journaliste Antoine Harary. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur, vous, du Renard et de l'Oligarque, paru chez ID News, je crois. C'était d'abord une série feuilleton et vous en avez fait un livre, hein ? Oui, c'est exact. Avec Serge Michel qui vous a aussi épaulé dans cette entreprise. Avec vous, on va voir le côté aussi international, le long voyage et l'odyssée que ce tableau a pu réaliser. Alors aujourd'hui encore, il y a un peu débat. Hein. Est-ce que ce Salvator Mundi est l'œuvre d'un disciple? Est-ce qu'il est l'œuvre d'un adepte? Ou est-ce qu'il est l'œuvre du maître lui-même, Léonard de Vinci? Les plus grands experts ont donné leur avis, ces avis qui divergent encore parfois. Mais au fond, Nathalie Obadia, est-ce que c'est vraiment le plus important? Voilà, je crois qu'aujourd'hui, dans la mesure où le propriétaire de ce tableau, donc le sauveur du monde, attribué, non attribué, de la main de Léonard de Vinci, et MBS, donc Mohammed Ben Salman, donc qui est le prince héritier d'Arabie Saoudite, l'enjeu est donc effectivement géopolitique. Et nous, en France, alors que nous étions au départ étrangers à cette histoire, puisqu'elle est née aux États-Unis, nous nous sommes retrouvés il y a une année au cœur de cette attribution, de cet enjeu géopolitique entre effectivement la politique de la France à ce moment-là et ce qu'il fallait en faire, puisqu'il y avait l'exposition au Louvre. Voilà. Et donc on a vu qu'effectivement MBS était en voyage officiel en France à cette époque et qu'il y a eu toute une négociation et qu'on s'est aperçu que le tableau qui normalement aurait dû être montré au Louvre à la fin n'y a pas été, puisqu'on a compris que le souhait de MBS était qu'il soit en tout cas exposé à côté de la Joconde pour en faire effectivement son alter ego, pour le légitimer une bonne fois pour toutes, et que ce souhait n'a pas été exaucé. Donc l'histoire est devenue très géopolitique. Et aujourd'hui, ce tableau, on ne sait pas où il est, mais en tout cas, il n'est pas en terre d'islam. Et ça, je pense que c'est aussi le cœur du sujet, c'est que ce tableau, il est peut-être très difficile pour la population en Arabie Saoudite d'accepter que le tableau du sauveur du monde puisse être installé en Arabie Saoudite. Et il avait même été question qu'il soit prêté, même au Louvre Abu Dhabi, dans les Émirats arabes unis. D'ailleurs, dans le film, cette information n'est pas du tout abordée, alors qu'on se souvient très bien qu'il avait été dit que MBS voulait acheter le tableau et le prêter à son ami d'Abu Dhabi pour qu'il puisse être montré là-bas, ce qui ne s'est pas passé non plus. Alors là, vous commencez réellement par la fin. Où en est-on aujourd'hui, Nathalie Obadia? On va quand même, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la folle histoire de ce Salvator Mundi, tenter de retracer un peu son parcours et sa découverte, depuis sa découverte en 2005. Plusieurs interlocuteurs du documentaire rappellent que la provenance du tableau est des plus troubles. Le tableau qui réapparaît en 2005
2005. Dans quelles circonstances? Je vous propose d'écouter tout d'abord un extrait du documentaire The Lost Leonardo avec les mots d'Alexander Parish qui raconte sa découverte, puisque c'est lui qui l'a réalisé, qui l'a faite, cette découverte du tableau. A sleeper is a painting that's being offered almost entirely at auction. Un tableau dormant est une œuvre qui est proposée quasiment uniquement aux enchères, réalisée par un artiste bien meilleur que celui reconnu par la salle des ventes. Un chasseur d'œuvres dormantes est une personne qui recherche de pareilles erreurs. Et c'est mon métier. So I find this painting that's catalogued as after Leonardo. Donc je découvre un tableau catalogué comme étant inspiré de Léonard. It's a copy after the lost Salvator. C'est une copie inspirée du Salvator Mundi perdu, le sauveur du monde dont on sait qu'il est l'œuvre de Leonardo. Jesus is not an easy sell, but Jésus n'est pas un sujet des plus faciles à vendre, for whatever reason, mais j'ignore pourquoi this picture ce tableau a retenu mon attracts attention. my attention. Voilà ce que vous nous disiez à l'instant, Nathalie Obadia. Jésus n'est pas un des sujets les plus faciles à vendre. Reste que quand même cette découverte va très vite marquer les esprits et provoquer un emballement. Dès les premières minutes, quand même, en regardant ce film, on découvre un métier qu'on ne connaît pas forcément, celui de chasseur d'œuvres fantômes. Plus surprenant encore que la découverte qu'il y fait à cet instant-là, Antoine Harary, et cette catégorie d'œuvres dormantes. Antoine Harary, Nathalie Obadia, il y en a combien? Il y a des œuvres majeures comme ça qui ont été redécouvertes dans l'histoire, Antoine Harary? Je pense que c'est clair que le Salvator Mundi n'est pas la seule œuvre. Après, une œuvre qui est vendue je crois que c'est moins de $2000 en 2005 et finie à 450 millions, non, il y en a pas beaucoup. Et puis, surtout par rapport à un Da Vinci, où les Da Vinci étaient plus ou moins connus. Donc, dans une certaine mesure, c'est clair qu'il y a des œuvres qui peuvent être récupérées, mais quelque chose d'aussi exceptionnel que ça, j'ai quand même l'impression que c'est assez rare. Nathalie Obadia, vous en connaissez d'autres? Vous en connaissez d'autres, des histoires comme celle-là? Non, celle-ci est assez intense, on va dire, dans l'échelle du temps. Dans l'échelle du temps. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que dès le départ, et c'est très bien expliqué dans le film, dès le départ, puisque ça s'est passé aux États-Unis, dès le départ, on a voulu en faire un vrai Léonard de Vinci et en faire une œuvre extrêmement cher. Donc il y avait juste le côté marchand, voilà, le côté spéculatif, le côté, on va dire, le plus... voilà, par rapport au marché. Voilà, c'était ça. C'est à un moment donné de se dire comment transformer un tableau à 1000 ou $1,500 de la Nouvelle-Orléans et en faire une œuvre d'art très très chère. Voilà, et comment un tableau aussi peut à ce point-là prendre de la valeur, ce qu'évoque à l'instant aussi Antoine Harary. La suite, après cette découverte, c'est un voyage avec une étape importante au tout début de ce voyage, sa restauration par Diane Modestini. Alors d'ailleurs, le documentaire montre assez bien les enjeux du travail qu'elle a pu mener sur ce tableau, sur cette œuvre, au point que certains se demandent si c'est un chef-d'œuvre de Diane Modestini, tant elle l'a restauré, tant elle l'a amélioré. Exactement, c'est je crois le conservateur du musée de Berlin, de la Genwalde Galerie, qui dit mais c'est surtout un chef-d'œuvre de cette justement restauratrice. Voilà. Ça aussi c'est intéressant de voir le basculement. Vous voyez, on est aux États-Unis dans le marché et à un moment donné cette histoire devient européenne puisque c'est entre la National Gallery de Londres avec les experts aussi allemands, cette restauratrice quand même d'origine italienne. Puis après justement ça sera chez nous au Louvre où elle devient beaucoup plus culturelle, où elle devient avec du domaine des scientifiques. Voilà. Donc, vous voyez, le basculement se fait du marché aux scientifiques et après, ça va arriver aux géopolitiques dès que l'Arabie saoudite va se porter acquéreur du tableau. Donc, il y a tous ces enjeux et on s'aperçoit surtout de la querelle de ces experts qui vont même très loin puisque la National Gallery de Londres a quand même exposé le tableau clairement en disant attribué à Léonard de Vinci. Donc, ils l'ont une première fois légitimé. Voilà. Donc, en plus, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a les batailles d'experts, mais Antoine Harary, la restauratrice, qui s'est donc occupée de ce tableau après qu'il a été retrouvé, elle est partie prenante, parce qu'elle va toucher une commission importante sur la vente.
Oui, alors effectivement, il y a eu un arrangement à ce niveau-là. Après, je pense que dans ce cas présent, Madame Modestini pense vraiment que ce soit un Leonardo. Et ça, on le voit assez bien aussi dans le film par rapport au rapport que ce tableau a pris dans sa vie et avec le fait que son mari soit décédé entre-temps. Je pense qu'elle est sincère. Après, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que, au final, comme vous l'aviez dit, on ne sait toujours pas. Hein. Est-ce que c'est un vrai Léonard de Vinci? Est-ce qu'il est fait de la main d'un associé? Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'elle-même va être victime du marketing à outrance qui va être fait d'abord par les premiers vendeurs, puis ensuite par Christie's, parce que c'est aussi ça, ce tableau. C'est peut-être le meilleur marketing jamais réalisé. Est-ce qu'elle va, à un moment aussi, comment elle va réagir et se positionner par rapport à tout ça? Je voulais juste qu'on évoque en son, là encore, avec un extrait du documentaire, si on suit un peu les étapes de ce voyage, le passage de l'œuvre par la National Gallery, parce que c'est un moment important, et vous l'avez à l'instant évoqué aussi, Nathalie Obadia, il va être exposé à la National Gallery, ce tableau présenté comme un Léonard de Vinci, et non pas attribué comme un attribué à Léonard de Vinci, ce qui fait une différence. C'est la deuxième grosse surprise, c'est qu'un musée sérieux ne devrait pas, au fond, présenter une œuvre polémique, disent certains experts, qui reprochent à la National Gallery d'avoir authentifié trop vite le tableau, surtout pour le présenter dans un lieu aussi sérieux. Les musées ne sont pas des territoires neutres. Écoutez, pour l'art contemporain ou moderne, on va dire, c'est un peu différent, mais pour des musées comme le Louvre ou la National Gallery ou le Met, il est évident que être neutre, c'est difficile dans la mesure où ce sont des scientifiques. Ces conservateurs sont quand même les spécialistes de l'histoire de l'art, de la peinture, de la sculpture, chacun dans son domaine. Et donc, c'est très difficile d'être neutre puisqu'il faut prendre parti. Bon, après... Alors, comment expliquer l'empressement de la National Gallery on peut y voir une certaine pas de dérive, mais enfin, en tout cas, une nouvelle approche des musées qui sont obligés de faire des expositions pour faire venir un grand nombre de visiteurs et qui est effectivement faire une exposition de Léonard de Vinci qui coûte très très cher. Si on est en plus en mesure de montrer un tableau juste découvert et en l'attribuant à Léonard de Vinci, il est évident que cela va multiplier les entrées. Voilà, on peut y voir juste une cause économique, mais qui est malheureusement ennuyeuse, puisque elle met en péril justement pas tant la neutralité que le travail des conservateurs et de ces scientifiques. Alors sur la question, le processus d'authentification des œuvres, je vous propose d'écouter deux intervenants de ce film documentaire en salle aujourd'hui. The Lost Leonardo, ils sont Jerry Salz, critique d'art, puis Evan Bird, Global Art Service Executive, auprès de la Bank of America. Voilà, tout ça un peu dans un franglais que vous me pardonnerez. L'artiste le plus connu de la haute Renaissance. Ces tableaux sont extrêmement bien documentés et sans crier gare, on tombe sur celui-ci. Il disparaît pendant des siècles et réapparaît en Amérique, à la Nouvelle-Orléans. Oh, je vois. Voici le Léonard perdu dont quelqu'un avait parlé une fois dans un livre. Pour tout ce qui touche aux vieux maîtres, la provenance est capitale, car la chaîne de propriété raconte une histoire. D'où provient cet objet et dans quel contexte est-il arrivé jusqu'à ce moment précis? Antoine Harari, ils ont raison, ces deux intervenants qui, comme vous, participaient à nous raconter cette folle histoire dans ce film en salle aujourd'hui. La National Gallery aurait dû se méfier. La provenance est déjà un indicateur au moment du processus d'authentification. Je pense qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et le film le montre assez bien, de l'extérieur, quand on ne connaît pas le processus, on pense que c'est beaucoup plus objectif que ce qui se passe réellement. Parce qu'il faut prendre en compte l'ego de certains des critiques d'art qui vont être invités, qui tout d'un coup, s'ils
reconnaissent le tableau comme un vrai vont voir leur carrière exploser. Et donc, c'est vrai que quand on voit comment se passe ce processus, il y a un côté qui laisse penser que c'est pas toujours la science, ou en tout cas la volonté de savoir vraiment qui est l'artiste qui prévaut. C'est clair qu'il y a plein d'intérêts, même pour chaque personne impliquée dans ces procédures. Un monde où les opinions comptent plus que les faits. C'est ce que disait, et je rappelais cette phrase en ouverture, Diane Modestini, la restauratrice, parce que ces faits-là sont aussi difficiles à établir. C'est bien ce qu'on comprend à travers ce que vous venez de nous dire, Antoine Harary. Alors, troisième leçon, quand même, peut-être, Nathalie Obadia, vrai ou faux, les musées ne sont pas parvenus à lever les fonds pour acquérir ce Salvador Mundi au moment où ses propriétaires ont cherché à le vendre. Seuls des collectionneurs privés, des galeries, des marchands d'art peuvent même espérer l'acquérir. Et le but pour les propriétaires, ceux qui ont trouvé ce tableau, c'est évidemment de le vendre. Ça dit quelque chose aussi du déséquilibre entre public et privé aujourd'hui sur le marché de l'art. Alors, effectivement, là, on voit que les propriétaires de l'œuvre aux États-Unis ont essayé de le vendre à plusieurs musées. Je crois qu'il y a le musée à Boston, en tout cas des musées importants aux États-Unis. Voilà, ils ne pouvaient pas s'avancer. Mais les musées américains, de toute façon, n'achètent qu'avec des fonds privés. Donc, ils font appel. C'est-à-dire que si le conservateur dit « je suis intéressé pour faire entrer telle œuvre dans mon musée », il va faire le tour, ce qu'on appelle des trustees, de ces... Voilà, c'est les fameuses levées de fonds. Des levées de fonds privées. Donc, de toute façon, c'est quand même de l'argent privé qui, à la fin, fait en sorte que l'œuvre puisse rentrer dans un musée. Donc ça, c'est un fait aux États-Unis. Je crois qu'il y avait une précipitation aux États-Unis, même si on a bien vu que il était évident qu'il fallait en faire une œuvre très très chère. La plupart des conservateurs américains, en tout cas, n'ont pas voulu entrer dans le jeu, ça c'est sûr. 2005, découverte du tableau. 2011, exposition à la National Gallery à Londres, qu'on évoquait. 2013, Genève, le tableau arrive chez vous, Antoine Harary. Genève, dit le documentaire, un lieu où on va pour disparaître. Je vous propose d'écouter les mots de Yves Bouvier. Yves Bouvier, il est le renard dans votre livre Enquête, le renard et l'oligarque. On l'écoute et vous nous expliquez ce qu'il a à faire dans cette affaire. C'est comme tout. Il faut acheter au mieux et vendre au plus cher. C'est le principe du commerce. Les gens ne comprennent pas, donc M. Bouvier est un tricheur. Alors que M. Bouvier est un marchand comme tous les marchands. La dernière discussion a eu lieu le 22 novembre 2014. M. Rybolovlev et son avocate m'ont dit textuellement « Yves, j'ai fait ta fortune, maintenant c'est à toi de sauver la mienne. Je veux que tu revendes tous les tableaux au même prix que le prix d'achat. On est le 22 novembre pour Noël, pour le 24 décembre. Tu dois faire ça, sinon tu vas avoir des soucis. » Quand un oligarque de cette puissance vous dit ça, que vous allez avoir des problèmes si vous ne vendez pas, et comme ça, vous êtes soucieux. Même très soucieux. Voilà, Yves Bouvier, c'est le vendeur, Rybolovlev, c'est l'acheteur, l'oligarque suisse. Antoine Harary, comment entre-t-il dans le jeu et que va-t-il se passer? Comment comprendre ce qu'il vient d'exprimer? Ce qui est intéressant, c'est que en fait, le Salvator Mundi va rentrer dans les transactions qu'il y a entre Yves Bouvier et Dimitri Rybolovlev, à qui, en fait, Rybolovlev avait demandé à Yves Bouvier de lui créer une collection de chefs-d'œuvre. Et puis, il va lui acheter 37 tableaux, des Monet, un Gauguin, des tableaux exceptionnels. Et en fait, parmi ces tableaux, il y aura le Salvator Mundi. Ce qui est intéressant avec le Salvator Mundi, c'est que c'est Dimitri Rybolovlev lui-même qui voit le tableau et qui en tombe amoureux, parce qu'il a l'envie de le mettre dans son bureau et de le voir tous les jours, si possible. Et en fait, Yves Bouvier va même essayer de déconseiller de l'acheter en lui disant « il est très abîmé ». Il y aura probablement un problème d'assurance. Et dans le film, il dit « je n'étais pas à l'aise, c'était comme vendre une voiture après un accident ». Tellement il a été ripolliné, ce tableau, en fait. Tellement il a été ripolliné, et surtout tellement il était abîmé, parce que ça, c'est quand même quelque chose, ne serait-ce que
le fond du tableau. Donc le bois était abîmé, il y a eu une infection avec des vers qui ont un peu abîmé une partie. Enfin, c'est un tableau qui a été très, très, très endommagé. Et c'est aussi comme ça que Monsieur Parrish a pu le trouver comme chasseur d'œuvres qui dorment. C'est que quand on voit les premières versions, évidemment, il est repeint dessus. Enfin, il y a un travail monumental qui a été fait pour le ramener à quelque chose. Et donc, par rapport à ça, ce qui est intéressant, et quand Yves Bouvier se défend, c'est parce qu'il va acheter en bon renard qu'il est, le tableau à 80 millions plus ou moins, parce qu'il va sentir que les vendeurs ne trouvent pas d'acquéreur, qu'ils l'ont proposé à plusieurs musées et que personne ne le veut. Et du coup, en 24 heures, il va le revendre à Dimitri Ribolovlev pour 120 millions. Donc il va faire 40 ou 45 millions d'un coup en 24 heures, tout en simulant des négociations très ardu pour l'acheter, parce que ça c'est le combat qu'il y aura après entre Ribolovlev et Bouvier. Bouvier dit qu'il était un marchand d'art, Ribolovlev dit qu'il était son intermédiaire et qu'il achetait les tableaux pour lui. Alors, 4 ans plus tard, le tableau est vendu encore plus cher, presque 4 fois plus cher, 400 millions de dollars lors d'une vente aux enchères chez Christie's, à Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien, Nathalie Obadia. On change encore là d'univers et le tableau gagne toujours et encore en valeur. C'est ce que vous évoquiez, l'importance, le prestige aussi de posséder un tel tableau. Et je vous propose un dernier extrait du documentaire sur ce chapitre saoudien, sur le prestige à obtenir un tableau de Léonard de Vinci, une Joconde au masculin. Donc je pense que le qualifier de Mona Lisa au masculin, niveau marketing, ça se tient. Sur le plan financier, ça vous permet de justifier de son prix. La Joconde, au début du XXe siècle, revêtait une importance secondaire. Jusqu'en 1961, quand JFK se rend au sommet de Vienne et fait une escale à Paris. Leur ministre de la Culture, André Malraux, est sous le charme de Jackie. Jackie lui susurre à l'oreille pendant une soirée mondaine qu'elle aimerait qu'on emmène la Joconde aux USA pour montrer ce chef-d'œuvre de la culture à son peuple. Les files d'attente sont interminables. La plupart des gens qui venaient la voir ne venaient pas pour la toile, mais pour dire qu'ils avaient vu ce tableau, cette célébrité. Christie's understood they had to accomplish the same thing. Christie's a bien compris que s'il voulait réaliser la même prouesse avec cette Joconde homme, il ne restait qu'à convaincre l'acheteur qu'il pouvait acquérir une célébrité dont le pouvoir et le prestige rejailliraient sur lui. Avec ce rachat, on a quand même un bel exemple de ce que vous racontez sur beaucoup de pages dans votre géopolitique de l'art, Nathalie Obadia, à la fois de la démesure aujourd'hui du marché de l'art en termes financiers, mais de surtout l'art comme soft power politique, avec cette acquisition qui est faite là. Bien sûr, puisque alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux derniers acheteurs, Ribolovlev et MBS, finalement sont deux personnalités assez semblables, c'est-à-dire qu'ils sont des égos absolument démesurés, et ce qu'ils veulent, c'est être les maîtres d'une situation, du monde, chacun à sa façon, et donc en ayant certains biens qui peuvent justement être la preuve, le symbole de cette toute-puissance. Comme l'a dit M. Hariri, effectivement, le fait que l'oligarque russe ait envie d'avoir 38 œuvres qui soient des chefs-d'œuvre, donc ça c'est déjà une marque, et de l'autre côté, c'est d'avoir le tableau le plus célèbre de la part d'MBS. Donc effectivement, c'était entré pour lui, à ce moment-là, dans sa phase d'ascension au sein de son pays, de l'Arabie saoudite, et de montrer qu'il était ouvert justement à peut-être une ouverture vers l'occidentalisation. Donc d'un côté, il y avait la mise en valeur d'ailleurs d'Aloula, de tout un patrimoine culturel. Il y a le fait que il y a une certaine ouverture auprès des femmes qui peuvent conduire. De l'autre côté, vous me direz, il y a eu aussi l'incident justement avec Khashoggi qui a été retrouvé assassiné et découpé en Turquie. Donc il y a une espèce de confusion comme ça qui se fait. Et
par cet achat, il a dû à un moment donné se dire « je rentre dans la cour des grands et je deviens presque intouchable ». D'ailleurs, dans le film, il y a une personne qui dit « il s'est identifié au Christ ». C'est vrai, on peut dire qu'effectivement, avec un peu sa barbe, comme ça, il peut un peu lui ressembler. Mais peut-être qu'il y a quelque chose comme ça en disant, avec ce tableau, je deviens intouchable. Et ce qui n'a pas été le cas, parce que ce qui m'a toujours troublée, c'est que ce tableau n'a jamais été vu, même avec notre attribution. En tout cas, on sait qu'il n'est pas rentré, il n'a pas été visible ou en Arabie Saoudite ou dans les Émirats. Antoine Harary, en quelques mots, quelle est pour vous la leçon de cette histoire ? Je pense que c'est vrai que ce qui est fascinant de l'extérieur, c'est de voir comme on peut attribuer une valeur à une œuvre d'art et que souvent, au final, il reste plus grand-chose de l'admiration qu'on avait pour l'artiste. Et en ça, c'est intéressant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, et c'était aussi le sujet de notre enquête, c'est l'opacité du monde de l'art où tout d'un coup, les tableaux, en fait, on ne sait pas à quelle valeur ils sont vendus. Et j'ai encore vu là que en 2018, l'auteur Ben Lewis a contacté la première personne qui possédait ce tableau à la Nouvelle-Orléans et il ne savait même pas qu'il avait été vendu à 450 millions. Donc, il l'a vendu à $1 500 et il n'était toujours pas au courant, parce qu'il lit pas les journaux, de la fin qu'avait fait ce que lui appelait une croûte au mur, quoi. Opacité, dites-vous, Antoine Harary, merci beaucoup. Et le documentaire souligne aussi le silence des institutions. Le documentaire évoque l'absence de coopération des principaux acteurs institutionnels. Le Louvre, qui a pourtant à un moment authentifié ce tableau, la National Gallery, Christie's, Sotheby's, le ministère de la Culture d'Arabie Saoudite. Voilà, tous ont refusé les demandes d'interview du réalisateur. Merci beaucoup à vous aussi, Nathalie Obadia, d'être venue nous parler de cette rocambolesque affaire du Salvador Mundi. Le film The Lost Leonardo est à voir aujourd'hui en salle au cinéma. Merci.